Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode nous allons voir plusieurs personnages assez atypiques dans l'univers Star Wars et qui vont prendre de l'importance au fur et à mesure des histoires que je vais vous raconter. Né en moins 51 sur Nar Shaddaa, Aurra Sing fut un temps la padawan de la Femme Sombre, mais ne fut jamais vraiment assez douée pour devenir un chevalier Jedi accompli. Alors âgée de 9 ans, elle est capturée par un groupe de pirates qui joueront sur sa peur de l'abandon pour ébranler la confiance qu'elle avait envers les Jedi, notamment envers la Femme Sombre. Elle passe de groupe en groupe et petit à petit devient une féroce combattante. Elle termine sa formation auprès d'assassins Anzati qui font d'elle une tueuse sans pitié et même il lui implante un bio-ordinateur qui va lui permettre de ressentir la peur de ses victimes. Alors si on ne sait pas grand chose sur la raison de cet assassinat, on sait qu'en moins 32, elle va tuer la Jedi Mana Veridi sur Quanot, devant Obi-Wan Kenobi et Qui-Gon Jinn qui étaient venus retrouver la Jedi. Cette même année, un conflit fait rage entre les habitants de Tatooine et les Tusken. Conflit qui a été organisé par Jabba qui souhaitait surtout vendre son stock de blasters plus que faire des victimes, lui c'est l'argent qui l'intéresse. Et au cours de ce conflit, le chef Tusken devient une personne redoutée, notamment pour son maniement de sabre laser. D'ailleurs l'histoire du Tusken au sabre laser fait rapidement écho aux oreilles du Conseil Jedi. Rapidement, ils comprennent qu'il s'agit de Sharad Hett, un ancien héros Jedi qui a quitté l'ordre Jedi des dizaines d'années plus tôt, déçu par l'arrogance de certains Jedi, et surtout il avait un désir de vivre avec sa famille natale. Toutefois, sa famille avait été tuée lors d'un conflit sur sa planète natale, bien avant son retour. Il va décider de s'isoler sur Tatooine, il va surtout cracher son vaisseau sur Tatooine, où il va être au début capturé, puis adopté par la culture Tusken. Quelques temps plus tard, il a un fils avec une autre humaine qui a été capturée et adoptée par les Tusken, Asharad Hett. Son fils, pas lui-même. Souhaitant faire revenir Sharad au Temple Jedi, le Conseil envoie alors Ki-Adi-Mundi sur Tatooine. Assez rapidement, Ki-Adi va retrouver Sharad et il est sauvé d'un dragon crête par Asharad, donc le fils de Sharad. Après ça, l'ancien Jedi exprime des regrets, il aurait espéré que le Conseil envoie son ami Qui-Gon Jinn, et c'est à ce moment-là qu'il va apprendre que les Sith sont de retour et que l'un d'eux a tué Qui-Gon Jinn. Asharad est assez secoué, mais malheureusement pour le Ki-Adi-Mundi, la nouvelle du retour de Sith ne parvient pas à le convaincre qu'il est grand temps de retourner à Coruscant. À ce moment-là, Gardula et Jabba, grâce aux informations collectées par Aurra Sing, lancent un assaut sur le camp Tusken. Alors bien évidemment, Sharad Hett est en première ligne, mais il est rapidement pris à partie par Aurra Sing, qui va utiliser une technique de combat Jedi, le Dune Mok, pour le distraire en combat. Bien évidemment, il va être déstabilisé et il va être blessé mortellement. Sur le point de mourir, Sharad demande à Ki-Adi-Mundi d'emmener son fils sur Coruscant pour qu'il soit formé aux arts Jedi. Lui, il l'a déjà bien éduqué, mais il souhaite que son fils reçoive une formation complète. Et ses derniers mots seront pour son fils, lui qui n'a pas connu sa famille natale, dit qu'il aura au moins eu l'honneur de connaître son fils. De retour sur Coruscant, Asharad intègre le Temple Jedi comme padawan de Ki-Adi-Mundi. Dans le même temps, Anya Kuru, surnommée la Femme Sombre, le premier maître de Ki-Adi-Mundi, identifie la tueuse de Sharad Hett comme étant Aurra Sing, son ancienne padawan. En moins 30, Aurra Sing est déjà une tueuse redoutable, et les Jedi Pierce et Jmikel, ainsi que Xian Amersu, la padawan de Jmikel, sont envoyés dans les bas-fonds de Coruscant à sa poursuite. Après avoir découvert qu'une escouade de policiers a entièrement décimé, les deux Jedi décident de se séparer pour rechercher la tueuse. Malheureusement pour eux, elle s'avère être un adversaire redoutable et elle va tuer les Jedi à tour de rôle, laissant la jeune padawan en vie, en lui disant que, en gros, elle espère que plus tard elle fera une bonne proie. Après que Xian eut raconté ce qu'il s'était passé, le conseil décide d'employer les grands moyens et envoie Ki-Adi-Mundi, Adi Gallia et Asharad Hett pour chasser la tueuse. La Femme Sombre va bien évidemment se proposer, mais le conseil refuse au vu de son ancienne relation avec Aurra Sing. La Femme Sombre repart alors sur Kofrégin 5, nom de planète bien pourri, où elle s'était isolée après son échec avec Aurra Sing. Sur une autre planète, Talas, Aurra Sing est convoquée par deux Quarren, Talet et Leket, qui souhaitent faire assassiner le sénateur Quarren Tix, ou Taix, qui les a trahis par le passé. Il avait siphonné leur compte bancaire pour financer sa campagne et, après coup, se faire élire sénateur. Puis il a voulu effacer ses traces, et en gros effacer ses traces, pour lui ça consistait à envoyer les gardes de la République et un Jedi dans l'usine des deux Quarren pour les faire tuer. Sans doute pour des malversations, dénonciations calomnieuses, on sait pas trop. Bien évidemment, quand les gardes et la Jedi se pointent
un violent combat éclate entre le service de sécurité de l'usine et les gardes, et au cours du combat, le Jedi renvoie un tir de blaster en direction d'une cuve toxique qui déverse son contenu sur Talet, le blessant grièvement. Ce qui fait qu'il y a un certain ressentiment vis-à-vis de ce Jedi. Le contrat est simple, Aurra Sing doit tuer Taix et le Jedi qui n'est nul autre que la femme sombre, l'ancien maître d'Aurra Sing. Afin que leur plan soit sans accroc, les deux Quarren se sont arrangés pour que Kofrigin 5, qui a toujours un nom pourri, la planète où réside la femme sombre, soit achetée par Taix lui-même, et il doit d'ailleurs arriver le lendemain pour visiter sa nouvelle propriété. Alors qu'elle est de retour dans son vaisseau, le croiseur Jedi qui emporte Ki-Adi-Mundi, Adi-Gallia et Asharad-Het arrive pour l'arrêter, mais elle va utiliser un petit chasseur embarqué dans son propre vaisseau pour sérieusement endommager le croiseur et forcer les Jedi à évacuer dans un module de secours juste avant l'explosion du croiseur. À ce moment-là, en fait, une fois qu'Aurra Sing se sera barré, arrive le sénateur Taix qui les récupère à bord de son propre croiseur. Alors Taix est d'abord assez dédaigneux à l'égard des Jedi, il considère ça comme étant un peu des magiciens random, jusqu'à ce qu'il découvre qu'il a en face de lui 2 membres du conseil et le fils de Sharad-Het, le héros Jedi, parce que c'est un Jedi très très connu. Sur Kofrigin 5, Aurra Sing va cacher l'atterrissage de son vaisseau à travers une pluie de météorites. Puis un peu plus tard, c'est au tour de Taix et des Jedi d'atterrir. Très rapidement, les hommes de Taix tombent dans les pièges tendus par Aurra Sing et la femme sombre est blessée par le tir d'un Quarren effrayé. En gros, il y a un garde du corps qui fait « Oh mon dieu, c'est elle l'agresseur !» et pouf, et tire et elle blesse la femme sombre. Alors Ki-Adi-Mundi, lui, ordonne à Asharad de rester à l'intérieur du vaisseau de Taix avec le sénateur pour le protéger, pendant que de son côté il va partir à la recherche de la femme sombre et que Adi-Gallia part à la poursuite d'Aurra Sing. Parce qu'elle est capable de buter 2 Jedi coup sur coup, mais non d'envoie un seul Jedi la poursuivre. C'est tout à fait logique. Malheureusement, la tueuse s'est déjà infiltrée dans le vaisseau à travers les conduits de ventilation qui n'avaient pas été scellés, et un duel va s'engager entre Aurra Sing et Asharad. Au cours du duel, elle va provoquer le jeune Jedi qui perdra petit à petit sa concentration et sera désarmé. Il sera vraiment en colère contre Aurra Sing, alors que jusque-là, il avait fait preuve d'une grande sérénité, même lors de son duel test avec la femme sombre, elle l'avait vraiment provoqué, essayé de le pousser dans les retranchements du côté obscur, mais sans rien obtenir de lui. Asharad va récupérer un bout de métal qui traînait et va, d'un violent coup au crâne, assommer Aurra Sing. Un peu plus tard, il va expliquer à Ki-Adi-Mundi que sa victoire n'en est pas vraiment une, il a ressenti une obscurité au fond de lui, un désir de tuer Aurra Sing. Il va d'ailleurs exprimer le souhait de quitter l'ordre Jedi en estimant qu'il n'est plus digne d'être un Jedi et il veut retourner sur Tatooine. Mais la femme sombre lui propose de devenir son professeur et d'essayer d'exorciser un petit peu, entre guillemets, exorciser cette part d'obscurité qu'il a en lui. Elle va lui dire qu'en gros, tout le monde a une part d'obscurité en lui et il faut simplement la dominer. Finalement, une nouvelle pluie météorite va précipiter le départ du sénateur et des Jedi, offrant à Aurra Sing l'opportunité de s'enfuir. La même année, donc là on est à peu près en -30, la Jedi Vergérée est envoyée en mission sur Zonoma Seko qui vient de subir une attaque. Zonoma Seko est une planète assez mystérieuse où sont produits les vaisseaux parmi les plus rapides de la galaxie et avec une technologie assez particulière basée sur des trucs organiques. Sur place, elle va rencontrer une race mystérieuse de guerriers qui utilisent eux aussi une technologie organique pour leurs vaisseaux, leurs armements, pour à peu près tout ce qui fait leur environnement, ils utilisent exclusivement des technologies organiques. Très rapidement, elle se rend compte qu'ils ne sont pas là en vacances et qu'ils souhaitent clairement asservir la galaxie, en commençant par Zonoma Seko. Zonoma Sekot. Afin d'empêcher la République et la galaxie de sombrer dans une guerre pour laquelle elle n'est pas prête, elle leur montre ses pouvoirs de Jedi et prétendant que c'est Zonoma Seko qui en est à l'origine. Elle leur propose de partir avec eux et les étranges guerriers acceptent et bien sûr ils l'embarquent. Pendant les 50 années qui suivirent, elle renseignera ces mystérieux guerriers sur la République et les Jedi tout en collectant un maximum d'informations sur eux, et bien évidemment en cachant son statut de Jedi. Si vous l'avez compris, ces guerriers, aux armures et aux armes organiques, ne sont nul autre que les Yuuzhan Vong. Les historiens et d'autres sources relativement obscures font état du fait que Vergérée n'était pas une Jedi modèle, qu'elle avait déjà étudié de nombreux savoirs qui sortaient du dogme habituel des Jedi, et que ce sont ces mêmes enseignements qui l'auraient même amené à rencontrer le Seigneur Noir des Sith, Dark Sidious, et à travailler pour lui peu de temps avant sa disparition. De là à supposer qu'elle a écarté les Yuuzhan Vong pour éviter qu'ils ne viennent se mettre en travers du chemin des Sith, il n'y a qu'un pas.
Après la mort de Paul Sekura, selon les coutumes Twi'lek, les membres du conseil Twi'lek doivent se rendre sur les terres illuminées, une sorte de grand désert aride et brûlant, pour y mourir pendant qu'un nouveau conseil voit le jour. Mais Rofen, lui, ne souhaite pas se sacrifier. Nath Sekura, le fils de Lon Sekura, frère de Paul, est alors enlevé de nuit par 2 guerriers Morgukai. Alors les guerriers Morgukai, en fait, si vous voulez, c'est une secte de guerriers Nikto très particulière qui attache énormément d'honneur à la chasse. En fait, ils vont enfin la chasse, à ce qu'on entend, c'est en gros, ils vont pourchasser une proie. Ça peut être souvent des Jedi et ils vont essayer de la buter à tout prix. Et ces 2 guerriers Morgukai ont pour nom Bok et son père Tyr. Tolm va tenter de s'interposer, mais les 2 guerriers sont très puissants et bien équipés, et ils parviennent à s'enfuir avec l'enfant. Quand je dis bien équipés, c'est qu'ils ont des brassards de Cortosis qui arrêtent les sabres laser. Tolm va bien évidemment les poursuivre avec Ayla Sekura sur ses talons. Les 2 Morgukai rejoignent alors le vaisseau de Vilmar Grark. Tolm en profite pour monter à bord, mais il est découvert car sa communication avec Ayla est interceptée. Vili va contacter alors son commanditaire, le Twi'lek Caris. On bat les couilles, frère. Caris Fen, fils de Rofen, qui travaille lui-même pour le compte Dooku. Au début, Caris voudra tuer le Jedi, mais finalement Dooku, un peu comme Vili, va dire que tuer un Jedi, c'est pas forcément une bonne idée, parce que souvent quand on en tue un, il y en a d'autres qui arrivent, mais qu'un Jedi, ça peut servir de monnaie d'échange. On retrouve après Quinlan Vos sur Ord Mantell, toujours en train de se battre contre des chasseurs de primes. C'est là qu'Ayla intervient et sa présence suffit à décourager les bandits qui sont clairement beaucoup moins motivés à l'idée d'affronter 2 Jedi. Ils vont prendre contact avec Vili qui va leur dire où se trouve la forteresse des Morgukai sur la planète Kuntan, et en arrivant sur place, le vaisseau des Jedi est attaqué par ces 2 Morgukai et il va se crasher. Ils parviennent toutefois à rejoindre la forteresse malgré quelques discussions musclées avec les Morgukai. Et à l'intérieur, alors qu'ils y arrivent, les Morgukai sont déjà là, ils sont que 2, mais ils sont un peu partout, donc très vite. Ayla va partir à la recherche de Tolm, pendant que Quinlan va tenter de les occuper. Elle arrive juste avant que le droïde tortionnaire de Caris Fen ne tue Tolm et Nath Sekura, puisque en gros, Caris lui était retourné sur Rylot pour récupérer le pouvoir et en fait destituer tout le conseil et être le seul dirigeant. En gros, c'est ce que lui avait ordonné de faire Dooku. Sauf que du coup, Vili, lui, qui va continuer à bosser pour Quinlan, va avertir Lon Sekura en lui disant non, ne réagissez pas tant qu'il n'y a pas un Jedi tant que les Jedi ne vous contactent pas. Et Caris Fen sera donc découvert et il va être obligé de se barrer. Et bien évidemment, en se barrant, il va ordonner à son droïde tortionnaire de tuer ses otages. De son côté, Quinlan parvient à récupérer avec la force le sabre laser de son ancien maître, volé par l'un des 2 guerriers, parce qu'il le portait tout simplement à sa ceinture, et il se bat maintenant avec 2 sabres, et ça va déstabiliser Tyr, et il va le décapiter, tout simplement, d'un coup sec. Mais à ce moment-là, il est assommé par Bok, qui est relativement en colère d'avoir perdu son père sur le moment, et alors que Bok va donner le coup de grâce, va mettre à mort Quinlan, Ayla arrive et tranche le bras de Bok, qui va du coup se jeter de la falaise. C'est un échappatoire comme un autre. De retour sur Coruscant, le Conseil Jedi fait d'Ayla Sekura un chevalier Jedi, tandis que Quinlan est élevé au rang de maître Jedi. On va reprendre notre bien-aimée chronologie, on va rajouter quelques dates que j'ai pu oublier par le passé, donc je les laisse défiler ici. Et on va s'attaquer à cette année moins 30, puisque c'est globalement l'année dont je parle ici, même si j'ai évoqué quelques autres dates. Et en moins 30, on avait donc Ayla Sekura qui avait libéré le Jedi noir Wolf Karko, ça c'était dans l'épisode précédent. On a également le Conseil Jedi qui va ordonner la traque d'Aurra Sing, qui devient une tueuse Jedi beaucoup trop dangereuse pour qu'elle soit laissée en liberté. Parallèlement à ça, on va avoir Bergeret qui va être envoyé sur Zone Maseko pour enquêter sur cette mystérieuse attaque de guerriers inconnus, qui s'avéreront être les Yuuzhan Vong, et Caris Fen qui va essayer de prendre le contrôle du conseil régnant Twi'lek pour son propre compte, et plus ou moins pour le compte Dooku. Alors ça peut paraître assez anodin, mais mine de rien on est en moins 30, et on voit déjà le compte Dooku agir dans l'ombre, à peine 2 ans après la mort de Dark Maul. C'est la fin de cet épisode, je vous remercie de l'avoir suivi. S'il vous a plu, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un petit commentaire. S'il ne vous a pas plu, le pouce rouge. Vous pouvez aussi utiliser les commentaires pour dire ce qui vous a pas plu. Dans tous les cas, pensez bien à vous abonner, mettez la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de l'histoire. Ciao!